Et alors, Monsieur Hérault, c'est quoi là? D'après vous, l'entrepreneuriat jeune, c'est quoi? Alors, l'entrepreneuriat jeune, ce n'est qu'un concept, c'est un concept qui demande aux jeunes aujourd'hui de mettre des initiatives pérennes, de créer des emplois. De façon précise, ce n'est que l'ensemble, c'est un ensemble d'activités que des jeunes doivent ou peuvent mettre sur pied. Ouais. Qui correspondent à un certain type d'objectif à atteindre, qui doivent cadrer avec des exigences juridiques et socio-économiques, le besoin ou l'objectif au sommet étant de créer des emplois, de créer des emplois durables, de permettre aux jeunes qui sortent de l'école, aux jeunes qui ont des formations, de s'insérer socialement, donc, ces activités doivent répondre à certaines aspirations, à certaines exigences sociales, parce que chaque chose qu'on met sur pied, chaque entreprise qu'on crée, c'est pour un objectif ou des objectifs précis, c'est pour résoudre un problème ou des problèmes précis. D'accord. Alors, pensez-vous que l'entrepreneuriat jeune est un domaine facile dans notre pays parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes qui décident, après l'obtention de leur baccalauréat ou bien de leur licence, de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais à un niveau, ils abandonnent. On se demande bien pourquoi. Oui, l'entrepreneuriat jeune, comme toute autre œuvre humaine, n'est pas facile. Voilà. Lorsque j'ai mené une réflexion là-dessus il y a 2 ans et j'ai pu publier un guide, apprendre à entreprendre, pour montrer un peu la pénitence qu'il y a, la difficulté ou les contraintes qu'il y a aujourd'hui à entreprendre, à mettre sur pied ces initiatives à caractère socio-économique. Nous allons rendre compte que la majorité des startups ou des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs qui naissent ne traversent pas 3 années. Ils vont essayer d'exister pendant la première année parce que il y a encore la famille qui appuie, les amis qui viennent en appui, le matériel est encore neuf, on peut payer 1 année de location. À partir de la 2e année, on a encore espoir que les prestations vont arriver et qu'on puisse couvrir les charges, mais à partir de la 3e année en général, pour la plupart des cas, ces startups disparaissent, meurent de leur propre mort. Justement parce que les promoteurs jeunes ont beaucoup de contraintes. La première contrainte est liée au système de management qui est mis sur pied. La deuxième contrainte est liée même à la réalité socio-économique. Ceux qui ont essayé parlent de trop plein d'impôts, impôts et taxes qui asphyxient finalement l'esprit entrepreneurial. Il y en a qui évoquent l'absence des appuis et des financements, malgré la multitude des programmes et des projets qui existent, mis sur pied par les pouvoirs publics pour essayer d'accompagner les jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Donc voilà un peu quelques raisons qui peuvent justifier le fait que les projets naissent, les startups naissent, mais au bout de quelques années, ces startups viennent à disparaître. Naturellement, pour entreprendre, il faut avoir un bon nombre de normes à mettre sur pied pour être un entrepreneur plein. J'ai bien envie de vous demander, est-ce à comprendre que l'entrepreneuriat ne devrait peut-être-t-il pas être inscrit dans le système éducatif de notre pays? En réalité, pour ce qui est des formations universitaires, aujourd'hui, il y a des cours sur la création d'entreprises, sur l'entrepreneuriat, sur la gestion des projets et la gestion d'entreprises. Je crois que même dans les formations inférieures, notamment les formations professionnelles et même à l'école secondaire, il y a des petits modules sur des activités. C'est vrai que ce n'est pas très, très approfondi, mais lorsqu'on avance, lorsqu'on progresse dans les formations professionnelles et universitaires, aujourd'hui, il y a pas mal des unités de formation sur l'entrepreneuriat, sur la gestion des projets, sur comment créer une entreprise. Le saviez-vous, c'est un processus, c'est une procédure qui a des étapes qu'il faut certainement suivre et respecter afin d'aboutir à la mise sur pied d'une entreprise. Et maintenant, lorsqu'on a fini de créer l'entreprise, le second niveau de défi, c'est de pouvoir la gérer et pendant un bon bout de temps pour que ceux qui sont sous notre responsabilité
puissent vivre du métier qu'ils exercent et du métier qu'ils auraient appris et dont les compétences leur permettent de vous être utiles dans le cadre de votre entreprise. D'accord. Les statistiques nous parlent de près de 65% de femmes jeunes et de 60% d'hommes allant de 20 à 40 ans qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat au Cameroun. Est-ce qu'on va dire que ces statistiques-là sont notamment très bas, ou bien parce que le taux de chômage est de plus en plus élevé dans notre pays? Donc, est-ce qu'on peut estimer que ce pourcentage là est très bas? Oui, à première vue, 65%, c'est carrément bas au regard du nombre des écoles, du nombre de diplômés que nous formons chaque année. Chaque année. Dieu sait combien sortent des universités publiques, des universités privées, des centres de formation professionnelle, ceux qui sortent des lycées techniques, des collèges d'enseignement technique, associés à cela, ceux qui sortent de l'enseignement général. Donc, ces chiffres, de mon point de vue, semblent assez bas. Également, s'il faut s'en tenir du fait que la majorité de la population camerounaise est essentiellement jeune. Lorsque vous allez dans les milieux de jeunes, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal qui ne sont pas en activité. Certains qui exercent des activités qui n'ont pas appris à l'école. Oui. Vous allez vous rendre compte que le problème de chômage est un épineux problème aujourd'hui, et dont l'entrepreneuriat permettrait de résorber à partir du moment où on met sur pied des politiques publiques efficaces, adaptées non seulement aux exigences du concept de l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui aux exigences de nos conditions camerounaises aujourd'hui. Et monsieur, s'il vous plaît, oui, malgré la repentance, malgré en fait l'insertion des cours d'entrepreneuriat au sein des établissements, est-ce que vous pensez que le message passe? Est-ce que vous pensez que les jeunes se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat? Oui, de plus en plus, on voit des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat de façon individuelle ou en groupe, donc oui, de plus en plus, sauf que ce n'est pas perceptible parce que le nombre de jeunes qui est au chômage, le nombre de jeunes qualifiés est important, et au fil des ans, le chiffre va grandissant. Donc, du coup, on ne perçoit pas directement l'impact de ceux qui entreprennent, s'il faut tenir compte des chiffres qui augmentent chaque fois. Moi, je pense qu'il faut mettre sur pied des politiques publiques d'encadrement plus adaptées, plus efficaces, qui permettraient à ce que le rythme par lequel les entreprises jeunes se mettent en place correspondent un peu aux effectifs, ou alors à la demande ou aux besoins, ou au nombre de jeunes qui ont de la qualification et qui vadrouillent partout dans les rues, dans les villages, dans les familles. S'il faille regarder tout simplement le ratio entre ceux qui entreprennent et ceux qui n'entreprennent pas, on va se rendre compte que ceux qui ne sont pas dans des conditions professionnelles sont nettement plus nombreux que ceux qui ont soit un emploi, soit qui ont créé des emplois. Mais il va sans dire qu'il y a une dynamique qui se met progressivement en place. Il y a des mouvements, il y a pas mal d'initiatives jeunes qui concourent à valoriser leurs talents, à valoriser leurs compétences, à valoriser leurs acquis. Maintenant, la plupart de ces initiatives n'ont pas la capacité de recruter un nombre important de jeunes, justement pour des raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, des jeunes qui n'ont pas assez de moyens, oui, qui ne sont pas assez suivis, qui ne sont pas assez coachés, qui n'ont pas des appuis de leur famille, qui n'ont pas des appuis du gouvernement, de l'administration, pour essayer d'accroître leur initiative. D'accord. Dans l'entrepreneuriat jeune, il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus prisés par les jeunes aujourd'hui. Par exemple, l'agriculture et l'élevage. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de jeunes virent vers ce côté-là. Pourquoi? Est-ce que c'est un secteur beaucoup plus facile que les autres? En fait, dans l'entrepreneuriat, aucun secteur n'est facile. Mais il y a que les secteurs ont des opportunités. Oui. Bien que certains secteurs peuvent avoir plus d'opportunités que d'autres, chaque secteur a ses opportunités et ses ouvertures. Je pense que l'intéressement des jeunes pour les métiers
agricole parce qu'il y a beaucoup de métiers. Oui. On peut être même en ville et exercer un métier d'agriculture. On peut être journaliste spécialisé en agriculture. On peut. Donc cet intéressement vient également du discours. Quoique le chef de l'État a l'habitude de dire que la terre ne ment pas. Et chaque fois qu'il prend la parole, qu'il s'adresse aux jeunes, il les motive, il les encourage à exercer les activités agro-pastorales. Je pense que c'est tout cela aujourd'hui, avec l'ouverture des écoles spécialisées, des centres de formation. Davantage, les jeunes ont accès à la formation. Oui. Avec la venue des médias, les jeunes ont accès aux informations. Il y a carrément des médias qui exercent dans l'agriculture et les métiers connexes. Donc, de plus en plus, les jeunes s'intéressent à ces activités-là. Mais s'il faut toujours faire le ratio entre la population jeune et le nombre qui exercent véritablement ces activités, on va toujours se rendre compte que c'est nettement réducteur ou réductif. Oui. C'est pour cela que dans certains discours des politiques, des forces vives et des élites, vous allez vous rendre compte que beaucoup pensent que les jeunes ne s'intéressent pas aux métiers agricoles, à l'entrepreneuriat agropastoral, justement parce que il y a cette comparaison qu'on fait entre ces jeunes qui sont plus nombreux dans nos familles, dans nos rues et dans nos villes, et ces quelques jeunes qui essaient de mener des activités agro-pastorales. Très vite, on va conclure en disant que les jeunes ne veulent pas s'intéresser aux activités agro-pastorales. Que non, aujourd'hui, même en ville, on mène ces activités, la pisciculture par exemple, qui est l'une des activités les plus en vue. On a réussi à intéresser les jeunes, même étant en ville, de s'intéresser à l'activité, de mener cette activité. Maintenant, quelles sont les conditions qui vont avec? Naturellement, il faut que le jeune soit formé. S'il n'est pas formé, qu'il soit coaché. Le matériel qu'il faut acquérir. Tout cela, aujourd'hui, comme hier, a un prix. Et ce n'est pas à la portée du premier jeune. Oui. Il faut être préparé, il faut être accompagné, il faut être suivi pour essayer de capitaliser tout cela. D'accord. Alors, on va sortir par là. On va vous demander quels sont les moyens à mettre en œuvre naturellement pour essayer de convaincre la jeunesse que l'entrepreneuriat est le meilleur moyen de se faire, d'avoir un bel avenir dans notre pays au lieu d'aller de l'autre côté, aller emprunter la Méditerranée et tout ça. Donc, quelles sont les solutions que vous proposez pour que cela puisse faire effet? La première solution, l'une des solutions, c'est de mettre sur pied un système de promotion des nouveaux modèles économiques, nouveaux modèles socio-économiques, parce que dans la plupart de nos villages, dans la plupart de nos contrées, on a l'habitude de voir les gens qui vont à l'école, qui font la formation, qui font le concours de l'ENAM, de l'ESTIC ou d'une grande école. Il est fonctionnaire et il revient en ville. Voilà les modèles que nous avons aujourd'hui. Je pense que il est pour nous important de promouvoir des nouveaux modèles socio-économiques, de les présenter aux jeunes, de les mettre au contact de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi pas mal de personnes qui sont allées à l'école, qui n'ont pas la chance d'avoir le concours de l'ENAM, de l'ESTIC, de la faculté de médecine, qui ont mis sur pied des initiatives et qui marchent. C'est ces personnes-là qu'il faut présenter aux jeunes aujourd'hui. Que les jeunes prennent ces personnes comme des nouveaux modèles. Avoir des diplômes, oui. Faire un concours pour avoir un emploi, oui. Mais lorsqu'on n'a pas la chance ou les possibilités de passer par là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc présenter des nouveaux modèles aux jeunes, de telle sorte que les jeunes comprennent qu'après l'école ou sans diplôme, il y a quand même des gens qui ont réussi à faire un certain nombre de choses. Les mettre en contact avec les jeunes, mettre sur pied un système d'encadrement qui permette à ce que entre ceux qui entreprennent déjà et ceux qui veulent entreprendre, qu'il y ait de la collaboration permanente, un cadre d'échange d'expérience permanent qui permettrait donc à ceux qui se lancent dans l'activité d'avoir des mentors qui les guident, qui les coachent, qui les encadrent au quotidien. Maintenant, il faille que dans les discours, qu'on ne se limite pas tout simplement au discours de demander aux jeunes d'entreprendre, mais de mettre sur pied des conditions favorables d'accompagnement et d'encadrement qui permettraient donc à ceux qui ont ces idées qu'on les transforme en projets, qu'ils soient suivis. C'est vrai qu'il y a des centres d'incubation qui naissent ici et là, mais en fonction du besoin, ça, de mon point de vue, ça semble insuffisant. Il y en a qui parlent de refaire des programmes
d'enseignement dans les écoles. Peut-être qu'il faille les refaire, peut-être qu'il faille plutôt les adapter à nos exigences, peut-être qu'il faille sortir des jeunes des écoles pour les mettre directement dans des ateliers ou des champs d'expérimentation. Oui. C'est l'ensemble des réflexions qu'on doit mener. Mais de mon point de vue, on doit impliquer les collectivités territoriales décentralisées dans ce dispositif d'encadrement-là. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel du développement local, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Code général des collectivités territoriales décentralisées 2019 qui le dit. Aujourd'hui, la mairie locale est un instrument, un outil de développement. Elle a l'obligation d'encadrer, de former, de contribuer à la formation des jeunes. Si on la met à contribution pour l'encadrement des jeunes, parce qu'elle est une unité locale, elle est censée connaître mieux les problèmes des jeunes, elle est censée mieux connaître le potentiel naturel de son territoire de compétences, elle est mieux censée connaître les problèmes des populations, elle peut encadrer la jeunesse pour que cette jeunesse-là mette sur pied des initiatives qui vont être comme des outils permettant d'apporter des réponses aux problèmes que les populations vivent. Parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est aussi ça la création d'entreprises. Elle a ceci de magique qu'elle doit correspondre aux besoins, elle doit répondre à un certain type de besoins, donc elle doit permettre à ce que les populations apportent des solutions à leurs besoins existentiels. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur Eros Sequala, d'avoir fait le tour de ce sujet avec nous ce matin. Nous avons été bien édifiés. Quand je parle de nous, je parle de moi et je parle notamment de ceux qui nous suivent à la maison. Je parle de Rita. Je parle de nos jeunes frères qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe dans quelle activité. J'espère que vous avez été bien édifiés et que vous avez pris en compte ce que monsieur Eros Sequala a dit ce matin. Voilà, nous sommes à 8h passées de 46 minutes. C'est vendredi. Il y a quelque chose prévu? C'est le week-end, justement. C'est le week-end. C'est quoi le programme? Le programme, c'est un peu de cabaret. Vous chantez? Vous chantez? Je suis un accro de musique live. Donc, un peu de cabaret, un peu de visite. On va voir des amis. On va un peu fouiller dans nos documents pour voir s'il y a des choses qu'on a manqué le week-end, qu'on peut rattraper la semaine prochaine. C'est un peu de sport pour la relaxation. Et samedi et dimanche, naturellement, c'est pour écouter tout ce qu'on va dire sur les médias en termes de débat, en termes d'entretien, en termes d'interview, en termes de plateau. Vous nous intéressez, ça. C'est intéressant, ça. Naturellement. Pour le cabaret, on t'invite. Voilà. Mais pour le débat, on t'invite pas. Non, le débat, c'est à la maison. C'est à la maison. Vous savez, tu veux pas aller à la maison. Tout à côté de nous, il y a un cabaret. Je crois que je vais voir le responsable tout à l'heure qui essaie de nous réserver 1 ou 2 tables. D'accord. Ce soir ou demain. En fonction de vos programmes, on va voir comment s'écouter. Votre programme, c'est le nom. On verra comment s'écouter. Votre programme, c'est le nom. D'accord, monsieur Sequala, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, alors, on va vous laisser partir. Sûrement, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous êtes un homme très occupé. Naturellement. D'accord. Donc, très occupé. c'est un plaisir pour moi d'être dans votre studio, d'apporter ma voix dans votre illustre émission, L'Afrique se réveille. On espère avoir été encore utile aujourd'hui à l'Afrique et au monde. Exactement. Parce que Intégral Radio-Vision, c'est la radio du monde. D'accord. Alors, on va faire un coucou à Flavien qui n'a pas été parmi nous ce matin. On lui fait un coucou. On espère qu'il nous regarde. On espère qu'il n'est pas allé là où il n'y a pas de réseau. On espère qu'il n'est pas dans les bruits. Et sûrement, il n'est pas dans les bruits. Donc, on va prendre une petite transition. On va revenir juste derrière pour un petit break, quoi.